Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la brèche. Bonne et heureuse année à tous avec mes vœux de santé, de paix et de bonheur. L'invité de ce dimanche est le nouvel ambassadeur de France au Burkina. Diplomate de carrière, Xavier Lapère de Cabane est en poste depuis octobre dernier où il a remplacé Jules Thibault. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir et bonne année à vous aussi. Merci. Ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous avons 1 heure pour décrypter l'actualité de la semaine et partager avec vous vos vues sur la marche du monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une question d'ordre personnel. Je vous en prie. Comment porte-t-on un nom comme De Cabane dans une France qui a fait sa révolution et qui a décapité son roi? Eh bien, nous sommes dans une France très pacifique et très pacifiée. Mon nom est un nom, effectivement, qui semble dire que il y a quelques siècles, certains de mes ancêtres ont pu appartenir à la noblesse ou à l'aristocratie, comme on voudra. En réalité, dans ma famille, c'était des gens qui étaient, comment dire, des propriétaires terriens, un peu importants, mais rien de plus. Donc c'est un nom, voilà, il y en a comme ça, des noms de ce type-là. Mon nom vient d'une région du centre de la France, l'Aveyron, ça s'appelle, qui a été assez pauvre pendant très très longtemps. Mais comment dire, on le porte très très, très bien, comme on peut s'appeler quand on est français, on peut s'appeler Martinez, Dupont, Schmitt ou Koulibaly d'ailleurs. D'accord. Le Burkina Faso, c'est votre deuxième poste d'ambassadeur après la Bulgarie. Absolument. Cela fait 3 mois que vous êtes en fonction. Comment est-ce que vous abordez cette nouvelle mission? Bah écoutez, avec beaucoup de comment dire, de nouveautés pour moi. Le Burkina Faso est mon premier poste comme ambassadeur en Afrique. C'est ma deuxième mission comme diplomate en Afrique. Mais mon premier poste, il y a 18 ans, était à Djibouti. Donc pas du tout la même région de l'Afrique, avec des dossiers complètement différents. Et puis j'étais pas ambassadeur. Donc là, pour la première fois de ma vie, je suis en poste en Afrique de l'Ouest. Et c'est forcément, pour un diplomate, c'est forcément un défi d'arriver dans un pays dont on ne connaît pas grand-chose, et dans une région sur laquelle on n'a pas beaucoup travaillé. Donc, j'apprends. Je suis en processus d'apprentissage. Vous me direz qu'on apprend toute sa vie, hein, quel que soit le métier qu'on fait. Mais là, je suis de toute façon en processus d'apprentissage. Et grâce à vous, les Burkinabés que j'ai pu rencontrer depuis 3 mois et demi, j'ai l'impression que j'apprends vite parce que c'est relativement facile d'arriver chez vous. On est très bien accueillis. Les personnalités que je rencontre sont toutes très ouvertes. Donc, je discute avec beaucoup de gens et j'arrive à avoir, comme ça, beaucoup d'informations, beaucoup d'impressions sur votre pays. Donc, la première chose que doit faire un diplomate, c'est évidemment d'essayer de comprendre et de connaître le pays dans lequel il vit. C'est difficile parce qu'on change complètement. Vous disiez, j'étais en Bulgarie. Il y a quelques années, il y a une petite dizaine d'années, j'ai vécu au Brésil. Donc, vous voyez, c'est des pays très, très différents par l'histoire, par la culture, par les langues, par les relations avec mon pays. Donc il faut tout comprendre, tout apprendre très vite, pour pouvoir être très vite aussi efficace qu'on peut au service des relations entre mon pays, entre la France donc, et le pays dans lequel je suis envoyé, en l'occurrence ici au Burkina Faso. En plus, les relations entre la France et votre pays sont très denses, très développées. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses qui ont été faites et qu'il faut continuer à faire marcher. Et puis il y a la marche du monde, l'évolution de la situation internationale qui forcément a des impacts, touche le Burkina, la France, la région, la bande sahélo-saharienne, et qui donc nécessairement peut avoir des impacts sur mon travail. Est-ce que vous avez des appréhensions? Vous arrivez dans un pays, on va dire, post-insurrectionnel,
27 ans de régime Compaoré, les Burkinabés sont sortis, Blaise Compaoré est parti du pouvoir avec toutes les revendications et ce bouillonnement politique et intellectuel. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à votre mission? J'avais des appréhensions par définition, parce que quand on arrive comme ambassadeur, surtout ambassadeur de France dans un pays avec lequel les relations sont très denses, on est attendu. Et on est attendu aussi bien à Ouagadougou qu'à Paris. On attend que l'ambassadeur tout de suite y travaille. Donc il y avait forcément cette appréhension-là, et en plus du fait que les autorités, quand je suis arrivé, étaient nouvelles depuis 9 mois. Elles viennent de fêter leur premier anniversaire. Et donc, il y avait forcément une appréhension de ça, déjà. Et puis, effectivement, d'essayer de voir un petit peu, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans votre pays ces 2 dernières années, qui a apporté des changements inattendus. En tout cas, oui, qui n'avaient pas été prévus. En tout cas, pas par des observateurs un petit peu éloignés du terrain. Et puis, évidemment, il y a eu toute cette période qu'a vécu mon prédécesseur qui était sans doute compliquée à gérer pour lui et pour tout ambassadeur d'ailleurs, pour toute la communauté diplomatique et évidemment pour les Burkinabés. Mais il y avait toute cette période et moi je suis arrivé en me disant au fond que j'avais de bonnes chances de vivre une période au Burkina Faso sans doute plus apaisée. Il y a eu l'insurrection, la tentative de putsch, ce sont des éléments qui sont derrière nous et maintenant, il me semble qu'on peut raisonnablement penser qu'on va de l'avant sans troubles, sans attendre des troubles similaires à ceux qui se sont produits ces 2 dernières années. Donc je dirais que je suis arrivé en me disant ma mission sera plus classique que celle de mon prédécesseur, qui a dû travailler dans une période de trouble avec une transition, etc., et tous les événements que votre pays a vécu et qui sont bien connus. Donc, je veux dire que je suis arrivé, pas serein, parce que c'est toujours, voilà, il y a toujours l'appréhension de se demander si on va bien faire, mais je suis arrivé en me disant, bon, le plus difficile est passé. Alors, c'est le général de Gaulle qui l'a dit, un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Est-ce que vous vous considérez comme le gardien des intérêts de la France au Burkina? Oui, forcément, c'est mon métier, c'est mon travail que de faire ça. Et je dirais que, alors là, si je puis me permettre, je ne vais pas contredire le général de Gaulle quand même, ça ne se fait pas, mais dire en tout cas que parmi les intérêts de la France, il y a celui de garder une relation amicale avec le Burkina Faso, évidemment, et de la développer. Mais c'est vrai, de façon générale, les pays n'ont pas d'amis. L'amitié est une relation humaine, individuelle, entre 2 personnes. Mais malgré tout, il peut y avoir, dans un pays donné, un sentiment amical à l'égard d'un autre pays, si vous voulez. Par exemple, en France, on a effectivement un a priori amical à l'égard de votre pays, mais également de l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest, je dirais. Et j'ai l'impression, en tout cas depuis que je suis arrivé ici, j'ai eu le sentiment, à chaque fois que je croisais des Burkinabés, de sentir ce sentiment amical a priori vis-à-vis d'un Français. Alors, encore plus, je dirais, vis-à-vis du Français qui représente l'État, donc l'ambassadeur. Mais je trouve que, de ce point de vue-là, c'est ce qui facilite un petit peu la mission. Vous me parliez tout à l'heure des difficultés éventuelles. Ça facilite la mission d'arriver dans un pays où on a une bonne image. Alors, pour emprunter à la rhétorique révolutionnaire qui a eu cours à un moment donné au Burkina ici, on dirait que la casquette d'ambassadeur de France que vous portez est identique à celle de gouverneur de la néocolonie de la Haute-Volta. C'est vrai que le Burkina a fait le deuil de sa révolution avec l'assassinat de Sankara en 1987, mais cette vision de la fonction qui est la vôtre et du rôle que vous avez continue de prospérer au sein d'une partie de l'opinion. Comment est-ce que vous ressentez cela ? Écoutez, moi je ne le ressens pas encore. Peut-être qu'un jour ça va m'être reproché, mais je ne le ressens pas encore. En tout cas, ce que je peux vous dire très franchement, c'est que je ne me sens pas du tout gouverneur. Je suis ambassadeur, je suis diplomate, c'est mon métier, ça fait 27 ans que je fais ça,
J'ai jamais rêvé dans ma vie d'être préfet. Si j'avais voulu, j'aurais été préfet, j'aurais été travailler au ministère de l'Intérieur pour être préfet. C'est pas du tout mon objectif, c'est pas du tout ce que j'aime et ce qui m'intéresse. Et mon métier, c'est de représenter mon pays dans un autre pays. Je suis né après l'indépendance, je suis le premier ambassadeur français à être né après les indépendances. Donc si vous voulez, pour moi, la colonisation, c'est quelque chose qui appartient à notre passé commun. Il me semble d'ailleurs qu'on doit pouvoir avoir une vision commune de ce passé commun, quand bien même nos ancêtres n'ont évidemment pas vécu les choses de la même façon. Puisque mes ancêtres, ou en tout cas ceux des Français qui étaient ici il y a 100 ans, étaient des envahisseurs, des occupants, des colonisateurs, tout ce que vous voudrez, alors que les vôtres étaient au contraire soumis aux Français. Mais nous ne sommes plus du tout dans cette relation-là. Nous sommes dans une relation de pays indépendants qui ont des intérêts en commun, qui ont un passé commun qui a fait un legs commun. Il y a des choses que nous partageons en commun. Des Français qui habitent au Burkina, des Burkinabés qui habitent en France, une langue que nous partageons et au fond des intérêts même plus généraux dans la région qui sont également les nôtres. Un gouverneur, c'est quelqu'un qui s'occupe, je dirais, de décider la politique locale. C'est pas mon métier, c'est pas du tout mon métier. Moi, je suis pas là pour ça. Je fais une analyse évidemment de la situation locale, mais mon métier n'est pas de dire celui-là il a raison, celui-là il a tort, c'est pas ça. Alors ouvrons une fenêtre sur la coopération franco-burkinabé. Quels sont actuellement les domaines prioritaires de cette coopération et quelles sont vos ambitions en tant que nouvel ambassadeur pour optimiser les résultats? Alors là, le sujet est très vaste. D'abord, première chose, comme toute action de coopération, elle se passe, elle se déroule, elle se décide uniquement dans un cadre bilatéral. C'est-à-dire qu'on décide de coopérer. Ce n'est pas nous qui donnons et vous qui recevez, c'est un travail en commun. Ce n'est pas nous qui décidons et vous qui dites oui. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est un travail en commun. On travaille ensemble pour un certain nombre de projets qui vont être déterminés en fonction des besoins que le Burkina Faso a estimé être les siens. Donc notre cadre à tous, et quand je dis à tous, c'est burkinabés et partenaires techniques et financiers, y compris la France, notre cadre, c'est celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale, qui est le Programme national de développement économique et social, qui est le programme de travail du gouvernement pour les 4 années qui restent du mandat du président Kaboré et du mandat de la législature. Donc notre programme, c'est celui-là, c'est très clair. Donc nous nous mettons dans ce cadre-là. Alors ensuite, chacun des partenaires a soit des intérêts particuliers, donc il va vouloir travailler plus dans tel ou tel secteur que dans un autre, ou bien des compétences. Il va être plus compétent pour travailler sur les questions de sécurité, sur les questions d'éducation, etc. Donc parmi les priorités, il y a l'énergie, évidemment, donc notamment le développement de l'énergie solaire. Moi, j'étais très frappé, j'étais à Paris au moment de la conférence des bailleurs, des partenaires au mois de décembre. J'étais très frappé de voir le nombre d'entreprises françaises, de toute taille d'ailleurs, des petites, des très grosses, très intéressées à venir investir au Burkina Faso pour proposer soit des grandes centrales, soit des centrales plus locales, soit des produits d'énergie, fabriquant de l'énergie quasiment pour une maison, etc., toujours à base de solaire. Donc un très très grand intérêt des investisseurs français pour le domaine de l'énergie. D'ailleurs, l'Agence française de développement cofinance avec l'Union européenne la centrale solaire de Zagtouli qui devrait être inaugurée cette année, je ne sais pas très bien, premier ou deuxième semestre. Je vais la visiter d'ailleurs la semaine prochaine, enfin visiter le chantier la semaine prochaine avec une délégation de l'Assemblée nationale française. Donc ça, c'est un peu un de nos premiers dossiers, on va dire. Parce que sans énergie, vous n'avez pas d'électricité, donc vous n'avez pas de lumière le soir pour permettre
à chacun de continuer à travailler, aux élèves, aux jeunes écoliers ou collégiens d'étudier leurs leçons, par exemple, ou bien aux artisans de continuer à travailler, ou bien aux gens de se connecter pour pouvoir travailler à distance, etc. Enfin, ou de regarder la télévision, par exemple, etc. Donc il y a le besoin en matière énergétique est évident. Il y a l'eau aussi, bien entendu, que ce soit l'assainissement ou l'adduction avec les barrages. Donc il y a par exemple le barrage de Ziga qui doit être inauguré assez prochainement, que je vais également visiter d'ailleurs dans le courant de la semaine prochaine avec toujours la mission de l'Assemblée nationale française qui vient, qui est également avec un cofinancement de l'Agence française de développement. Il y a l'éducation, qui est évidemment un sujet majeur. J'ai rencontré d'ailleurs la semaine dernière le ministre de l'Éducation et de l'alphabétisation, M. Jean-Marie Koulibaly. Donc on a discuté évidemment de tous les programmes d'éducation, ses ambitions, les ambitions du Burkina et de quelle façon l'Agence française de développement peut intervenir. Mais ça sera peut-être d'autres partenaires, ça peut être la Banque mondiale, que sais-je, qui vont intervenir pour construction de salles, de classes, etc., formation de professeurs. Bon. Donc il y a dans le domaine de l'éducation, puisque ça fait également partie du PNDES, tout ce qui concerne la formation professionnelle. Donc là aussi, nous avons sans doute des éléments qui peuvent nous permettre éventuellement de coopérer, d'aider à la dynamisation d'une politique de formation professionnelle continue. Il y a la santé, etc. Donc, et puis, évidemment, fondamental, l'agriculture. Donc avec, là encore, lors de la conférence à Paris pour le PNDES, au début du mois dernier, avec des entrepreneurs français qui sont très intéressés à venir investir au Burkina Faso, parce que le pays est très central, même s'il y a des difficultés de transport, parce qu'il y a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de routes, de trains, etc. C'est un marché qui est intéressant et c'est une zone où on peut produire un certain nombre de choses, de produits qui peuvent être ensuite exportés en France ou ailleurs ou dans d'autres pays d'Afrique. Il est évident que les domaines de coopération sont nombreux, mais aujourd'hui, il y a des interrogations sur l'efficacité de cette coopération. Plus de 40% des Burkinabés vivent en dessous de seuil de pauvreté. C'est vrai que la France n'est pas directement mise à l'index, mais la question c'est de savoir, est-ce que vous, Français, vous avez le sentiment d'accomplir une œuvre décisive depuis le temps que ça dure? Écoutez, il y a une chose, alors décisive, on apporte notre pierre à l'édifice, on essaie comme je disais tout à l'heure, on collabore, on coopère, on travaille ensemble. Je n'ai pas dit décisive, décisif. Ah, décisif, pardon, excusez-moi. Alors, on peut utiliser cette image. Pourquoi ? Parce qu'au fond, quand votre pays est devenu indépendant, vous étiez quoi ? 5 millions d'habitants. Vous êtes aujourd'hui 18-19 millions à peu près. À peu près, oui. Et on dit que vers 2040, 2030, 35-40, vous serez 30 ou 40 millions. Donc vous voyez que toutes les infrastructures que vous avez pu construire, les routes, les écoles, les centrales électriques, etc., que vous avez pu construire avec ou sans l'aide d'ailleurs des partenaires, ça c'est un autre sujet, elles sont insuffisantes. Ce qui va pour 5 millions de personnes ne suffit pas pour 35 millions de personnes. Et donc c'est en ça qu'il y a un effet rocher de Sisyphe, comme vous disiez, c'est que tout ce qu'on fait est insuffisant quand on le fait pour 10 millions, mais qu'on devient 15 millions 10 ans après. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un effort qu'il faut en permanence renouveler et on n'a pas l'impression, peut-être, qu'il y a un effort qui a été fait parce que, tout simplement, la démographie, la croissance démographique extrêmement rapide mange, d'une certaine façon, les avancées. Elle dépasse toujours les investissements qui ont été faits en infrastructure. Et donc ça, c'est quelque chose qui est sûrement très très difficile, c'est d'aller aussi vite, voire plus vite, évidemment. C'est l'objectif, d'aller plus vite que la croissance démographique. Mais le poids démographique est perçu par certains comme un avantage aussi.
peut-être, c'est peut-être perçu comme un avantage, mais très clairement, quand vous avez la population qui augmente de 3,5% tous les ans, mais que votre croissance est de 5%, en fait, ça veut dire que la croissance par personne, c'est 1,5. Donc c'est tout à fait insuffisant. C'est très peu. En fait, ça n'est pas une grosse croissance. C'est une croissance qui n'est pas tellement supérieure à la nôtre. Alors, vous avez eu des périodes pendant lesquelles vous aviez 8% de croissance. Mais si vous comparez ces 8% de croissance à ceux de la Chine, par exemple, ou de la Corée, il y a 20 ans, quand ils avaient eux aussi 8% de croissance, c'est différent parce qu'eux, ils avaient 8% de croissance avec une croissance démographique très faible. Donc ça veut dire que pour avoir la même croissance économique, il faudrait que vous ayez une croissance économique par habitant, parce que c'est bien celle-là qui compte. Chaque habitant a envie de se sentir mieux lui-même et que ses enfants soient sortis de la misère, de la pauvreté, etc., et des difficultés économiques. Et dans ce cas-là, il vous faut une croissance beaucoup plus grande. Donc, d'un certain point de vue, la croissance démographique, les enfants, etc., sont une richesse, mais à condition que le développement économique puisse suivre. Alors, on en vient maintenant à l'actualité de la semaine qui est dominée par la reprise du procès Madi Ouedraogo et 28 autres du nom de ce caporal de l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle, accusé entre autres dans une tentative présumée d'attaque de la MACA au fin de libérer les généraux Diendéré et Bassoré incarcérés pour le coup d'État du 16 septembre dernier. Comment est-ce que vous suivez les comptes rendus d'audience et quelle analyse vous en faites? Alors évidemment, je suis les comptes rendus, je regarde ça de très près, etc. J'essaie de bien comprendre, parce qu'encore une fois, je suis relativement nouveau ici. Mais des commentaires, j'en fais pas, parce qu'il s'agit d'une affaire intérieure burkinabé. Seul commentaire que je puisse faire, c'est de dire qu'il y a un état de droit qui marche au Burkina Faso. C'est-à-dire que voilà, vous avez des audiences, vous avez des avocats, commis d'office ou pas, des avocats qui demandent pour telle ou telle raison, pour tel ou tel motif, un report de l'audience parce que voilà, ils ont des motifs juridiques pour demander cela. Les juges qui les accordent ou qui les accordent pas, bon, etc. Ça marche. Vous avez un état de droit qui marche. Vous avez des juges qui décident, des avocats qui sont des prévenus qui sont représentés par leurs avocats, des avocats qui ont le droit de parler, des juges qui prennent des décisions en toute indépendance. Et au fond, le plus important, c'est bien ça. C'est bien que vous ayez un état de droit qui fonctionne. Ensuite, je veux dire, et pour moi, diplomate français, ambassadeur de France, pays ami, comme vous disiez, et qui est soucieux de ce que le Burkina Faso soit un pays stable dans une région qui n'est pas toujours, eh bien, ce qui compte pour moi, c'est de nous assurer, et ce qui compte pour nous, c'est d'être certain que le Burkina Faso est stable. Et il n'y a rien de mieux pour stabiliser un pays que d'avoir une justice qui fonctionne correctement, qui fonctionne de façon indépendante, autonome, correcte, etc. C'est fondamental. Alors, ce 4 janvier, le général Oumarou Sadou a pris fonction comme nouveau chef d'état-major général des armées dans un contexte de montée de la menace terroriste au Burkina et dans la bande sahélo-saharienne. Quelles sont vos perspectives sur les défis sécuritaires dans cette région du continent africain qui est en passe de devenir un Sahélistan? Je vous laisse, je vous laisse la responsabilité de la fin de la phrase qui est en passe de devenir un Sahélistan. Nous ne l'espérons pas, évidemment, et nous faisons tout ce qu'il faut pour que ça ne soit pas le cas. Donc la France est venue en aide dès janvier 2013 au Mali avec l'opération Serval pour empêcher justement la constitution dans la partie nord du Mali de ce que vous appelez un Sahélistan. Et depuis, continue avec l'opération qui s'appelle depuis un peu plus de 2 ans maintenant, opération Barkhane. La France, de ce point de vue-là, est présente aux côtés des Maliens, des Nigériens, des Tchadiens, des Mauritaniens et des Burkinabés, c'est-à-dire des pays du G5 Sahel, pour les soutenir dans leur lutte contre des groupes terroristes qui voudraient justement éventuellement créer ce que vous appelez Sahélistan, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est si c'est de votre invention ce terme, mais c'est pas mal trouvé. Donc, ce qui est certain, c'est que le président de la République vient de prendre une décision. Bon, il a changé le chef d'état-major qu'il avait trouvé en arrivant, si je puis dire. Et le président a donc estimé qu'il fallait mettre une nouvelle tête aux armées burkinabées.
pour sans doute ensuite faire la réforme de l'armée qui a commencé d'ailleurs, nous avons vu ça. Bon, on suit évidemment ces affaires-là de très près puisque nous coopérons dans le domaine de la sécurité avec le Burkina Faso. Voilà, moi je suis assez optimiste pour le Burkina Faso parce que vous avez montré depuis 2 ans une grande capacité de résistance et de réaction à tout ce qui pouvait vous déstabiliser. Donc, je pense que la route est plutôt la bonne, franchement. Alors, pour Salif Diallo, le président de l'Assemblée nationale, les manœuvres de déstabilisation viennent en partie de Blaise Compaoré et de son clan. Les anciennes connexions entre Blaise Compaoré et les milieux terroristes existent toujours. Fin de citation, c'est une déclaration faite dans les colonnes du journal Le Pays. C'est une conviction que vous partagez ? Je n'ai pas d'informations dans ce sens. Donc voilà, encore une fois, je suis relativement récent ici. Je peux pas vraiment commenter. J'ai pas d'éléments pour dire que M. Diallo se trompe ou au contraire qu'il a parfaitement raison et que je le sais, etc. Au Burkina, il y a la création annoncée d'un comité national de gestion des crises terroristes. Il y a aussi une rencontre tripartite Burkina-Mali-Niger qui est aussi envisagée pour notamment examiner la question du droit de poursuite. L'information a été donnée par le président Roch Kaboré le 29 décembre dernier. Quel regard vous portez sur ces agendas ? C'est fondamental. C'est fondamental. C'est vraiment le moyen de résoudre à terme la crise qui risque d'amener à un Sahélistan, pour faire court. Pourquoi ? Parce que nous, on peut apporter de l'aide. Mais nous, on est très loin. Nous, on est en Europe, on n'est pas ici. Je veux dire, c'est pas nous qui allons régler le problème. Clairement, il est évident que toutes les crises terroristes, toutes les menaces terroristes, elles seront d'abord réglées par les pays qui sont directement concernés. Nous avons en France une menace terroriste qui nous touche directement. En France, donc il y a eu des attentats ces dernières années. Il y a eu en l'espace de 2 ans un peu plus de 250 morts en France du fait d'attentats terroristes. Et donc voilà, nous essayons avec nos partenaires européens en Europe de régler notre problème. Ici, nous essayons d'apporter de l'aide aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés, si elle est souhaitée pour mettre à bas ces groupes terroristes, pour en limiter les effets, pour les déstabiliser, pour les détruire, pour couper les têtes, etc., que sais-je. Mais, in fine, de toute façon, sur le long terme, c'est évidemment le Burkina, le Mali, le Niger qui vont régler la question et qui pourront assurer que dans la région donc des 3 frontières, ne va pas se créer ce fameux Sahélistan dont vous parliez. Parce que nous n'avons pas de légitimité à être les gardiens ici. C'est évidemment vos 3 pays qui sont les premiers concernés. Donc je trouve que c'est évidemment la meilleure voie et la meilleure décision qui puisse être prise. Et de ce point de vue-là, moi j'ai été très, très satisfait d'entendre ça. Mais d'une certaine façon, c'est d'ailleurs que la continuité de la politique qui a déjà été menée par le Burkina Faso depuis, avec la création du G5, etc. Justement, la création du G5 Sahel ne semble pas avoir juguler la menace terroriste en dépit des professions de foi politique. Comment est-ce que vous expliquez ? Regardez par exemple en Mauritanie, ils ont quand même fait un sacré travail. Donc ils sont plus menacés par des attentats terroristes et ils menacent, ils tiennent très très bien la menace et ils savent y résister. Le problème c'est que la région est énorme. Elle est énorme et c'est très difficile de contrôler une région aussi gigantesque qui est beaucoup, beaucoup plus grande que mon pays. Donc le G5, c'est un organe absolument indispensable pour permettre justement la coordination entre les 5 pays. Le format n'est pas nécessairement toujours à 5. La preuve, là, nous parlions tout à l'heure des rencontres qui peuvent se produire prochainement entre le président burkinabé, le président nigérien et le président malien, pour
voilà, aider à juguler la menace terroriste. Et les Tchadiens également participent à ça. Et il y a des rencontres au niveau d'état-major, etc. Il y a quand même c'est quand même quelque chose de neuf, le G5 Sahel. C'est assez récent, donc il faut lui laisser le temps aussi à cette coopération de produire des effets. Mais si vous revenez 4 ans en arrière, donc au moment du début de l'opération Serval, on peut quand même penser qu'il y a eu des très très grands progrès. Et même dans la coordination entre les forces, entre les États du G5. Avec la récente attaque de Nassumbu dans le nord du Burkina, qui a fait 12 morts parmi les forces antiterroristes, des voix se sont élevées sur les réseaux sociaux pour notamment dénoncer ce qui est considéré comme une certaine forme d'attentisme de la force Barkhane et de l'armée française qui n'apporterait pas suffisamment de soutien aux troupes burkinabais. Alors, quelle est votre lecture de la situation? La force Barkhane, elle est au service des États du G5 Sahel. Donc nous n'intervenons pas si on n'est pas souhaité. Et donc si on ne nous demande pas directement, on n'intervient pas. Bon. Nous avons, depuis les attentats de Nassumbu, j'ai rencontré à 2 reprises le président du Faso, une fois avec le général commandant la force Barkhane, une autre fois en tête-à-tête, et il nous a été demandé des choses précises. La semaine suivante, donc entre Noël et la Saint-Sylvestre, il y a eu une première mission qui est venue, etc. Donc on discute, voilà. On nous demande des choses précises, on va vous proposer des choses précises. Vous me permettrez de rien dire de ce qui m'a été demandé par le président du Burkina, du Faso, et de ne rien dire de ce qui a été proposé par la force Barkhane. Mais vous pouvez être sûr que si les autorités du Faso nous demandent d'intervenir, nous ferons dans la mesure de nos moyens. En fait, je dis bien dans la mesure de nos moyens. Sans aller jusqu'à parler de complicité passive, en fait, ce qui alimente les récriminations des internautes, c'est le fait que les assaillants viennent du Mali, perpétuent des tueries au Burkina et puis toutes sortes, voilà, ils repartent, voilà, impunément d'où ils sont venus, alors que les forces françaises sont stationnées au Mali. Elles sont stationnées au Mali, mais à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où ça s'est passé. Je veux dire, au Burkina Faso, c'était à quoi, 15-20 kilomètres. Nassumbu, c'est à quoi, une vingtaine de kilomètres de la frontière malienne. Les forces françaises au Mali, elles sont beaucoup, beaucoup plus au nord. Donc, pour faire venir des forces, donc c'est des soldats, donc il faut des avions, des hélicoptères, il faut avoir des informations, etc. À partir du moment où vous n'avez pas des forces présentes sur place, des forces maliennes je parle, que ce soit la police, la gendarmerie, les douanes, l'armée, etc., qui donnent des informations de façon à ce que les forces françaises puissent agir au Mali, elles ne peuvent pas agir, tout simplement. En fait, pour les profanes, donc, vous avez de gros moyens. Mais on a des gros moyens, mais vu la taille de cet espace, nous n'avons pas de gros moyens. Nous avons 4000 hommes sur un espace qui est grand comme 8 fois la France, peut-être. Donc c'est absolument impossible de nous demander à nous d'être le gendarme de cette région. Outre que de toute façon, ce n'est pas notre objectif et ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de venir en appui de forces locales. Donc le premier problème, la première question, c'est de savoir pourquoi les forces maliennes n'ont pas été capables de maintenir des gens à la frontière. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc pourquoi est-ce qu'il faut qu'on réoriente notre aide, etc., etc. Est-ce qu'il faut qu'on notre soutien aux forces maliennes dans cette région-là, mais également, quel soutien, si les autorités burkinabées nous le demandent, et c'est le cas aujourd'hui, quel soutien on pourra l'apporter pour permettre de faire en sorte que le nord du Burkina Faso ne soit pas abandonné de la même façon que le sud du Mali l'est apparemment par les forces de sécurité maliennes. Donc vous voyez, il y a quand même une vraie difficulté à intervenir. On peut pas souhaiter que la France soit présente là et qu'elle fasse la police. C'est pas son rôle.
la police, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, qu'elle soit la force antiterroriste de l'ensemble des pays de cette région. C'est pas le rôle de la France et c'est pas dans nos moyens non plus. C'est pas dans nos moyens. On peut apporter un soutien, encore une fois. Monsieur l'ambassadeur, la présence même de l'armée française au Burkina est sujette à caution. Déjà au lendemain des indépendances, le pays avait refusé l'installation d'une base militaire française sur son sol. Il ne vous a pas échappé non plus qu'une partie de l'opinion burkinabé n'est pas favorable à la présence des forces françaises sur le territoire burkinabé. Vous avez peut-être même vu sur les murs certains graffitis très explicites sur le sujet. Comment est-ce que vous réagissez à tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a des militaires français au Burkina Faso indépendamment de la volonté des autorités burkinabées? Ce n'est pas à moi de répondre à la question. Est-ce que vous pensez, et est-ce que les gens qui s'insurgent contre la présence de militaires français au Burkina Faso pensent que les militaires français sont venus là sans rien demander à personne? Franchement. Non mais, il faut être logique, hein, vous êtes un pays indépendant. Il n'y aurait pas des soldats français ici présents si les autorités burkinabées n'avaient pas donné leur accord il y a quelques années déjà. Ça fait déjà plusieurs années. Accessoirement, les forces françaises ici se sont stationnées ici, mais pour intervenir surtout au Mali. Elles peuvent intervenir à l'intérieur du Burkina Faso. Jusqu'à présent, ça n'avait pas été souhaité du tout. L'attaque de Nassumbu a pu modifier les choses, mais encore une fois, sous forme de soutien. Donc, formation, que sais-je. Alors, il est communément admis que la pauvreté est un terreau favorable pour le terrorisme. Une récente étude menée à Dakar révèle que les motivations des candidats au djihad dans le nord Mali sont plus d'ordre économique et religieuse. Quelle alternative voyez-vous à la radicalisation des jeunes? Je pense qu'il y a plein de causes au terrorisme. En France, clairement, c'est pas parce que les gens sont très pauvres qu'ils font des attentats terroristes. Et on peut même sans doute trouver autant de raisons de passer au terrorisme qu'il n'y a de terroristes. Donc il faut, pour lutter contre un phénomène comme celui-là, celui de la radicalisation qui mène au terrorisme, il faut très très bien connaître le sujet dont on parle, c'est-à-dire les personnes qui ont basculé au terrorisme, savoir pourquoi dans telle région vous avez des gens qui sont basculés au terrorisme. Le fait d'avoir, comment dire, je sais pas, une idéologie sectaire ou intolérante ne vous pousse pas nécessairement au terrorisme. Donc il y a d'autres raisons qui peuvent motiver ça, qui peuvent être d'ailleurs complètement politiques. Je veux contrôler mon territoire. Vous parliez de Sahélistan tout à l'heure. Donc je ne veux pas avoir tel État qui vient chez moi pour décider. Donc dans ce cas-là, il y a effectivement des raisons économiques qui sont je veux pouvoir contrôler les trafics dans telle région et donc je veux pas. Et donc je mène des actions terroristes jusque chez l'État, jusque par exemple à Bamako, etc. Donc il y a sans doute de ça, mais les raisons sont tellement vastes et variées que ce serait difficile de résumer et surtout de donner une réponse qui serait la même pour tous les terrains où il y a du terrorisme. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez des situations de grande misère et des sentiments d'abandon qui peuvent être plus ou moins justifiés, les populations peuvent être plus facilement radicalisées. Elles sont plus facilement radicalisables, si je puis dire. Et donc, dans ce cas-là, vous avez un terreau qui est plus favorable à cela. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est pauvre qu'on devient terroriste. Je veux dire, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, c'était tous des gens qui étaient diplômés de l'enseignement supérieur. Alors, hier, 7 janvier, la France a commémoré le deuxième anniversaire des attentats de Charlie Hebdo. 11 personnes ont été tuées dans les locaux du journal par les frères Kouachi pour, disent-ils, venger le prophète Mahomet. À l'hyper-cacher, Amédou Koulibaly a tué 4 personnes. Depuis lors, 238 personnes ont été victimes du terrorisme en France. Le chiffre est donné par nos confrères de RFI. En 2015, nous étions tous Charlie. 2 ans après, quel regard vous portez sur cette tragédie? Je pense que le mot d'ordre « je suis Charlie » a pu être très mal compris ailleurs. Et
et même en France d'ailleurs. En fait, je suis Charlie, ça voulait pas dire du tout j'aime Charlie Hebdo. C'était pas du tout ça que ça voulait dire. Ça voulait dire j'estime que même si Charlie Hebdo est un journal que je méprise, pour ma part, j'ai jamais lu Charlie Hebdo. Peut-être, enfin voilà, ça a pu m'arriver, mais de temps en temps, de lire un article ou deux. Mais enfin bon, c'est pas une presse qui m'intéressait. Bon. Je trouvais pas ça très intéressant, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Je veux dire, les gens ont le droit d'écrire des bêtises, des âneries, des conneries, même si vous me passez l'expression, d'être vulgaire. Personne n'est obligé d'acheter Charlie Hebdo. Personne n'est obligé d'acheter Charlie Hebdo. S'ils ont insulté des gens, ils doivent en rendre compte devant les tribunaux. Voilà. Vous vous estimez insulté, vous allez au tribunal, vous gagnez, et dans ce cas-là, la personne qui vous a insulté. Mais ce mot d'ordre, de ce point de vue-là, reste valable au sens où il veut dire j'estime que la liberté d'expression est une des premières libertés fondamentales d'un pays, dans un pays libre. Dans un pays où les citoyens veulent être libres, il faut pouvoir dire pas ce qu'on veut, d'une certaine façon, sous réserve de ne pas aller trop loin. Et dans ce cas-là, c'est le tribunal, c'est le juge qui va vous sanctionner. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui va décider tout seul d'être son propre juge et qui va utiliser en plus de ça des armes pour vous punir d'avoir dit quelque chose qui ne lui plaisait pas. Donc de ce point de vue-là, ça reste, je pense, une valeur fondamentale que nous devons défendre. Et c'est valable partout, dans tous les pays qui souhaitent être libres et démocratiques. Alors, la nouvelle menace du terrorisme plane sur nous tous. Faisons de 2017 une année pour la paix. Le propos est d'Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l'ONU, qui a pris fonction ce 1er janvier. C'est un vœu pieux ou bien est-ce qu'au contraire, vous estimez que cette paix est possible? Quand on regarde longtemps en arrière, on se rend compte que notre monde est beaucoup, beaucoup plus pacifique qu'il n'a presque jamais été, je dirais. Si vous regardez en Afrique, par exemple, même en Afrique, vous avez beaucoup de régimes démocratiques qui se sont instaurés pacifiquement. Ça a été le cas chez vous. Votre pays a connu beaucoup de coups d'État et la dernière fois qu'il y a eu un changement de régime qui a été non prévu par la Constitution, c'est parce que vous, le peuple, l'avez décidé. Et ça, c'est une avancée fondamentale vers la paix. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de régime plus stable que les régimes démocratiques. Ce sont les régimes qui préfèrent la paix. Les démocraties préfèrent toujours la paix. Et entre elles, elles s'entendent toujours pour régler leurs problèmes de façon pacifique. Ça a été le cas chez vos voisins du Sud, qui ont connu une crise beaucoup plus longue pour arriver à la stabilisation du régime du président actuel, du président Ouattara, avec sa nouvelle constitution, etc. Mais de plus en plus, ça a été le cas au Sénégal, etc., vous avez des choses qui se sont passées en Afrique dans les premières années des indépendances, avec des coups d'État à répétition, etc., qui ne sont plus possibles. Ça l'est encore dans d'autres régions. En Afrique centrale, on voit les difficultés que ça peut y avoir. Mais malgré tout, il y a des avancées très nettes. Donc, on peut dire comme ça, oh, le secrétaire général des Nations Unies dit ça, parce que c'est son métier de dire ça, etc. Non. Alors, c'est son métier de travailler à ça. Mais il y a aussi, je pense, une analyse au départ de son vœu, qui est que, en fait, le monde est plus sûr aujourd'hui qu'il n'était il y a 50 ans. Mais quand vous regardez la tragédie syrienne et le tableau apocalyptique qui nous est présenté par les médias, quand vous voyez ce qui se passe en Irak, en Libye, au Yémen, en Afghanistan, est-ce que vous trouvez des raisons d'espérer? C'est sûr que quand vous regardez ces crises-là, qui durent pour certaines depuis 30 ans en Afghanistan, l'invasion des troupes soviétiques en Afghanistan, c'est 1979, si vous voulez, c'est quand même très ancien. Donc, vous pouvez vous dire que oh là là, ces crises ne vont jamais se résoudre. Et de fait, il y a des problèmes qui sont extrêmement difficiles à résoudre.
La communauté internationale peut d'ailleurs faire des erreurs en intervenant mal, intervenant à mauvais escient, que ce soit par les armes ou par une coopération mal orientée, mal organisée, etc. Évidemment, quand vous regardez ces problèmes-là, mais si vous tournez vers d'autres régions du monde qui ont été extrêmement instables, par exemple l'Amérique latine, évidemment, c'est loin de notre champ de vision ici en Afrique. L'Amérique latine, c'est une région qui s'est complètement stabilisée, qui s'est complètement démocratisée depuis 30 ans. Voilà, en Asie, de la même façon, vous avez quand même des pays qui sont devenus complètement démocratiques, qui ont mis fin à des régimes totalitaires qui se sont, sans être complètement démocratisés, qui se sont apaisés, etc. Donc vous avez quand même des régions du monde où il y a des raisons d'espérer. Il y en a d'autres, effectivement, où vous voyez que la crise, on n'en sort pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas essayer de continuer à travailler pour ça. Au-delà des enjeux de pouvoir, dans le fond, quel est selon vous le ressort de toutes ces crises? Ils sont trop variés. La crise afghane était d'abord une crise interne. Donc elle est très, très ancienne, elle date du début des années 70, avant l'invasion soviétique. La crise... Je voudrais parler de façon spécifique de la montée de l'islamisme politique avec tout ce qu'on voit, avec notamment l'État islamique. Je pense que vous faites bien de parler d'islamisme politique, parce qu'en réalité, il s'agit de revendications politiques qui utilisent l'islam, donc avec une interprétation de cette religion, une interprétation particulière de cette religion, intolérante non seulement à l'égard de personnes qui confessent d'autres religions, mais à l'égard de personnes qui confessent l'islam, mais vu d'une autre façon. Donc c'est des revendications politiques qui utilisent une parole considérée comme divine, donc une parole qui est considérée comme intouchable et qui est considérée comme la vérité, pour imposer en réalité un régime politique. Il s'agit, on ne peut pas dire que ça n'a rien de religieux, mais il faut d'abord dire que ça a toute politique. L'objectif est toujours politique et l'utilisation de la religion est à des fins politiques. Et on utilise une religion, on utilise sa religion parce qu'elle est considérée par tous les gens qui professent cette religion comme la vérité. Si vous dites Dieu m'a dit de faire ça, donc j'ai raison, puisque c'est Dieu qui me l'a dit. Évidemment, il n'y aura personne pour aller vérifier si Dieu vous a vraiment dit ça. Mais ça donne une grande force aux gens qui pensent qu'effectivement Dieu leur a demandé de faire ça. Et donc d'établir un régime où, je sais pas, enfin bon, tous les gens qui ne pensent pas comme vous sont assassinés, bannis, que sais-je, qui ne pensent pas ou qui ne sont pas comme vous. Mais le problème, il est d'abord d'ordre politique, c'est-à-dire que vous avez d'abord un régime politique qui ne laisse pas à la population la possibilité de vivre comme elle l'entend. Incontestablement, le régime de Kadhafi n'était pas un régime démocratique. Incontestablement, le régime de Bachar el-Assad n'avait rien de démocratique. Il n'y avait pas eu d'élection libre en Syrie depuis le début des années 60, 61 ou 62, je ne me rappelle plus très bien. Donc que ce soit avec son père ou avec lui-même, il n'y avait jamais eu, on n'avait jamais demandé à la population syrienne ce qu'elle pensait de ses dirigeants. On sait que ce régime a assassiné et parfois détruit même des villes entières, a assassiné tous ses opposants, enfin beaucoup d'opposants, etc. Donc vous avez d'abord un problème politique avec des opposants qui peuvent utiliser leur religion pour valider leur propre projet politique. Alors on revient sur la prise de fonction de Guterres, oui, pour évoquer la réforme des Nations Unies et l'exigence d'une plus grande équité dans les relations internationales. Une place africaine, par exemple, au Conseil de sécurité, on en parle, c'est un serpent de mer. Est-ce que vous pensez que ce genre de projet pourrait aboutir? Le problème de toute réforme du système des Nations Unies, c'est que vous avez les 5 membres permanents qui ont un droit de veto. La France, depuis des années, milite en faveur d'une réforme du droit de veto. Et en tout cas, plus exactement, elle milite pour une réforme du Conseil de sécurité et pour un élargissement du Conseil de sécurité dans ces 2 composantes. Donc les 5 membres permanents qui sont États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, Chine. Donc
et puis donc qu'il y ait plus de membres permanents, et puis qu'il y ait plus de membres non permanents qui sont 10. Et eux, ils tournent tous les 2 ans. Votre pays, d'ailleurs, a été membre non permanent il n'y a pas très très longtemps, je ne me rappelle plus très bien. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc la France est tout à fait favorable à ça, parce que, au fond, ces équilibres, et notamment ces 5 membres permanents, ils le sont depuis 1945, c'est-à-dire 72 ans, presque. Donc, il est temps peut-être de prendre en compte la réalité du monde d'aujourd'hui, et donc le fait qu'il y a d'autres puissances, qu'il y a d'autres... Bon. En 1945, votre pays n'était pas indépendant non plus qu'un grand nombre de pays d'Asie ou du reste de l'Afrique. Donc il y a eu tous ces changements-là, et puis il y a des pays qui ont émergé, comme on dit, qui sont devenus de vraies puissances, et qui peuvent apporter quelque chose à la recherche de la paix, quelle que soit la région où se trouve la crise. C'est-à-dire, nous, on est Européens, nous Français, mais au fond, on sait qu'on peut apporter, ou en tout cas on espère qu'on peut apporter quelque chose à la gestion de crise en Afrique, en Asie ou ailleurs. De la même façon, les Indiens, par exemple, ou tel pays africain pourraient également apporter quelque chose à la paix. Vous-même, Burkinabé, vous participez dans des opérations de maintien de la paix, non seulement au Mali, mais aussi au Darfour. Ce n'est pas tout à fait votre région, le Darfour. Mais vous avez conscience que la paix, c'est une responsabilité internationale, c'est une responsabilité de tous les États, de tous les peuples, et donc vous apportez votre propre pierre à la construction de la paix dans cette région du monde. Donc nous, on est tout à fait favorable à ça, à ce qu'il y ait plus d'États membres et que d'autres, il y ait aussi plus d'États non membres. Et puis il y a aussi une chose que l'on souhaite, c'est que le droit de veto soit encadré. Et que notamment, en cas de massacre de masse, un État ne puisse pas faire état de son droit de veto. Un des 5 États permanents, donc les États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne et France, ne puisse pas dire non, là je mets mon veto. Parce que il nous semble que là, c'est vraiment totalement contraire à l'objectif des Nations Unies qui est d'assurer la paix. Et lorsque vous avez un massacre commis par des armées, que sais-je, ou des groupes, je veux dire, comme ce qui s'est passé au Rwanda il y a 20 ans, 22 ans, avec le génocide, si vous admettez qu'un État puisse mettre son veto, ça veut dire que vous estimez qu'un des 5 grands États du monde, des Nations Unies, a le droit de considérer qu'un massacre est légitime. C'est ça que ça veut dire. Or, aucun massacre n'est légitime. Alors, vous parlez de massacre, on revient au Burkina pour parler des risques d'affrontement communautaire. À Makouniadougou, c'est une localité de l'ouest du pays. En cause, il y a la mise en place de groupes d'autodéfense baptisés Kolwego, une opération qui n'est pas du goût des chasseurs traditionnels qu'on appelle les Dozo. Les notabilités coutumières de l'Ouest sont entrées dans la danse. Pour eux, l'équation est simple, que les Kolwego restent au centre et à l'est et les Dozo à l'ouest. Comment est-ce que vous suivez cette actualité? Un petit peu comme tout à l'heure quand vous me parliez du procès. C'est extrêmement intéressant. Encore une fois, c'est la première fois que je suis ambassadeur en Afrique, la première fois que j'habite en Afrique de l'Ouest, donc je découvre des tas de réalités culturelles. Vous avez au Burkina Faso les institutions de l'État, mais vous avez aussi les institutions traditionnelles qui sont très fortes et qui comptent beaucoup. Et qui apportent quelque chose, même si ce n'est pas inscrit dans la Constitution, que ça le soit ou pas, elles apportent quelque chose en matière de stabilité et de légitimité. Donc, les groupes d'autodéfense qui se sont formés, il est évident que ce soit les Kolwego ou les Dozo, les groupes d'autodéfense qui existent ou qui se sont formés plus récemment, ils doivent être légitimes là où ils interviennent. Pourquoi crée-t-on des groupes d'autodéfense? J'imagine, hein, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'on les crée parce que la police est peut-être insuffisamment présente ou insuffisamment équipée pour ça, ou n'a pas suffisamment d'informations pour ça. Mais en tout état de cause, le lien entre ces groupes et les autorités se fait, etc. etc. Mais moi, j'ai rien à dire de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est pas du tout mon sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une
il y a quelque chose qui doit être accepté par la population locale. À partir du moment où il s'agit de quelque chose qui n'est pas de l'État, il est logique que ça soit accepté traditionnellement. Sinon, fatalement, ça peut créer des heurts. Alors, ce week-end, des organisations de la société civile étaient mobilisées contre le franc CFA. Pour elles, l'arrivée du CFA à l'euro par le biais des trésors français est une honte. C'est l'expression notamment d'un des manifestants, en ce qu'il perpétue une forme d'ordre néocolonial. Les OSC qui se disent contre les CFA et contre les APE, les accords de partenariat économique, ne sont pas loin de penser que communauté financière africaine rime avec colonie française d'Afrique. Comment est-ce que vous avez perçu ces manifestations qui se sont déroulées aussi bien sur le continent africain qu'à Paris? Oui, j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre assez intéressant qui s'appelle « Le sortir de la servitude monétaire » ou quelque chose comme ça, sur le franc CFA. J'ai une vision de la monnaie qui n'est pas forcément la même. Moi, je ne crois pas que ça soit, je peux me tromper, hein, mais je ne crois pas que ça soit un attribut de la souveraineté, la monnaie. Il y a eu, dans l'histoire, il y a eu des monnaies privées, etc. Il y a eu des monnaies qui ont circulé de façon complètement parallèle. La monnaie, c'est un instrument d'échange. C'est quelque chose qui permet l'échange. Si les États de la communauté financière d'Afrique de l'Ouest souhaitent quitter le franc CFA, c'est leur décision. Je veux dire, voilà, c'est pas le Trésor français qui va s'accrocher à ça. Il n'y a aucune raison. Nous, voilà, si cette monnaie nuit, parce que c'est ça qui compte en fait. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce que c'est bénéfique ou pas pour les économies du Burkina, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, etc. C'est la seule chose qui compte. Est-ce que si c'est nuisible, dans ce cas-là, faites ce qu'il faut pour en sortir. Si c'est bénéfique, au fond, peut-être dans ce cas-là, si vous pensez que je sais pas, il ne faut pas que ce soit le Trésor français, mais je sais pas, la Banque Centrale Européenne, j'en sais rien, enfin je dis ce qui me passe par la tête, voilà, demandez que les États concernés demandent aux autorités françaises à modifier ça. C'est-à-dire, c'est pas... c'est aux États de décider comment ils souhaitent gérer leur monnaie, c'est clair. Alors, ce 3 janvier, le monde sénégal a commémoré le 51e anniversaire du soulèvement populaire qui a emporté la première république et le président Maurice Amiogo. On retiendra de cette commémoration cette déclaration d'un des leaders de l'UAS, l'unité d'action syndicale, qui a estimé que la gestion du pays relève des partis politiques, non d'une institution soit-elle forte comme l'armée. Et face à la presse pour le premier anniversaire de son accession au pouvoir, le président Roch Kaboré ne dit pas autre chose quand il déclare qu'il n'appellera jamais un militaire dans son gouvernement. Pour vous, c'est un signe des temps que la démocratie burkinabé se renforce. Oui. Le président Roch Marc Christian Kaboré est le premier civil à diriger le Burkina Faso depuis le président Maurice Yameogo. C'est quand même un signe. C'est quand même très important. Donc, je pense que c'est une très belle évolution. Vous avez choisi, il y a 1 an, une nouvelle assemblée, un nouveau président, et vous avez choisi que ce soit un civil. Et donc, c'est une évolution très nette du Burkina Faso qui souhaite que le pays ne soit pas dirigé par des militaires. Dans toute démocratie, les militaires sont dirigés par les politiques et pas l'inverse. Alors, M. Lamassaret, nous sommes au terme de cette émission. Dernière question cependant. Elle a trait à votre vie ici au Burkina. Vous avez surpris les Burkinabés en vous rendant à l'aéroport, à l'ambassade du Burkina en France, 6 boulevard Haussmann plutôt, à vélo. L'image avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le temps de faire du vélo maintenant que vous êtes véritablement installé ici dans le pays du vélo? Alors oui, je suis venu à vélo, mais c'est parce qu'à Paris, je me déplace toujours à vélo. Enfin, ou dans le métro, mais bon. Parce que c'est beaucoup plus commode à Paris d'être en vélo ou d'être à vélo ou en métro. Mais j'étais très surpris. Tout le monde m'en a parlé. Et j'ai été très surpris que ça fasse le buzz.
Donc franchement, c'était pas de la com, hein, de mon point de vue. Voilà, je suis sorti de l'ambassade, on m'a demandé et votre voiture? Je dis mais j'ai pas de voiture, je vais prendre un vélo. Alors le chargé d'affaires burkinabé m'a dit ah bon, mais je dis bah oui, ah bon, mais et alors il me dit mais vous savez que le Burkina c'est le pays du vélo. Je dis bah non, je sais pas, je suis jamais allé au Burkina, je ne sais pas. Alors depuis effectivement j'ai remarqué qu'il y a énormément de roues, alors à Ouagadougou surtout des roues à moteur, mais quand je me promène dans le pays je vois partout des gens à vélo, partout. Alors pour être très franc, ici je me déplace pas à vélo, j'ai pas acheté de vélo parce que comment dire, la circulation à Ouagadougou me fait un peu peur. Et quand je vois les gens qui sont avec soit des motos, soit des vélos, je suis très impressionné. Moi, je fais du vélo à Paris depuis petit, depuis que j'étais enfant, et je me suis toujours déplacé à vélo. Dans Paris, on peut considérer que c'est pas forcément très très prudent tout le temps, bon, etc. Maintenant, il y a quand même des espaces pour les vélos dans Paris. Alors ici, il y a des espaces pour les vélos, c'est vrai, pour les motos surtout. Mais il y en a beaucoup, donc moi je me sens pas forcément très rassuré. Et puis, il y a le climat quand même, il fait un peu chaud au Burkina Faso, et je suis quand même obligé d'être habillé en ambassadeur, vous voyez, en costume. Et ça, quand il fait très chaud, que vous faites un effort physique avec le vélo en plein soleil, bon, c'est pas extraordinaire. Donc, pour l'instant, je me suis pas remis au vélo. Merci, je vous en prie. Monsieur Lapeyre Kabane, d'être passé nous voir. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir invité. Okay. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver avec un autre invité sur la brèche. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.